Alors, nous recevons donc, et je dois dire, Pascal, que la Chine attire parce qu'il y a aussi des amis qui sont là, qui ne viennent pas d'habitude, mais je pense que toi, avec la Chine, les a fait venir. Et je les remercie aussi de leur présence. Alors, Pascal, je voulais d'abord te dire que nous nous sommes fait tous une remarque dans le groupe de préparation du salon. On s'est dit que dans ces... Est-ce que vous m'entendez? Excusez-moi, j'ai une petite voix. Moyen? Oui. C'est pas un micro, ça. C'est juste un enregistreur. Oui, on s'est fait une remarque lorsqu'on on préparait donc le livre de Pascal. On s'est tous dit que son livre était vraiment bienvenu dans cette période quand même très anxiogène. Et que Pascal nous emmenait très loin, que ça nous a permis de voyager et d'aller à l'étranger. Et on te remercie aussi de nous avoir donné l'occasion de nous distraire un peu des anxiétés de ces dernières semaines. Alors, Pascal, c'est un livre qui te ressemble, j'ai envie de dire. C'est un livre où on retrouve beaucoup de tes qualités. C'est un livre très personnel. C'est un livre dans lequel Pascal nous parle de ce voyage un petit peu dans tous ses états. Bien sûr, avec la psychanalyse qu'elle va essayer de transmettre, de former des analystes en Chine, mais en même temps, elle nous parle de sa vie quotidienne en Chine. Apparemment, ça a été une aventure extrêmement passionnante, d'après ce que tu nous dis, mais aussi avec des rudesses, parce que tu nous parles de la vie quotidienne là-bas, à l'université, avec le climat de Chengdu. Alors, Pascal, ça a été une découverte, parce que c'est vrai que personnellement, je n'ai pas été en Chine, mais tout ce que je savais des psychanalystes qui allaient en Chine passait par l'intermédiaire de Michel, du coup son nom m'échappe. Guibal, oui, bien sûr, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Le 10 mars. Le 10 mars, oui. C'est vrai que Michel Guibal a été celui qui a introduit, me semble-t-il, vraiment ce travail avec les Chinois à travers ce patient, donc Rodatong, qui était son patient et qui est reparti en Chine et qui a essayé d'introduire, qui a réussi, je crois, la psychanalyse en Chine. Alors, Pascal, bien sûr, on entend tout à fait cette capacité que tu as d'accueil et d'hospitalité, en plus avec beaucoup de délicatesse dans tout ce que tu dis, dans la manière dont tu abordes ces jeunes psychanalystes chinois en formation. L'étranger ne t'est pas étranger, tu as une aptitude et un goût sans doute pour l'inconnu, pour l'étranger. On connaît aussi tes choix de vie avec... C'est vrai que ton livre m'a aussi beaucoup fait penser à Jacques Assoun, qui a qui a beaucoup travaillé ces questions de l'étranger. Voilà, donc ça c'est quelque chose, il y a une dimension très affective, très humaine, très sensible dans ce livre, auquel on ne peut être que... Il y a quelque chose de très attachant dans ton livre. Et tu nous fais vraiment vivre ton expérience, qui est quand même très longue, puisque tu as ce qu'on ignorait bien sûr, que ça fait 13 ans que tu vas et tu viens... J'étais moi-même surprise. Que ça ait duré si longtemps. Oui, progressivement, j'ai l'impression que... Je m'étais habituée, donc je ne comptais plus les années, en fait. Ah oui. Alors, Pascal, comme on s'est connu au cercle freudien, j'ai toujours entendu ton souci et ton désir de transmettre, de former, et tu avais l'idée qu'il fallait enseigner la psychanalyse. Et effectivement, dans ton livre, tu le dis, il a fallu que tu ailles très loin
pour pouvoir réaliser, j'ai l'impression, ce désir. Et voilà, c'est quelque chose que tu fais bien entendre aussi, comment d'être loin, ça t'a sorti du carcan, malgré tout, des institutions, de la doxa. Et j'ai l'impression que tu t'es quasiment réinventé comme psychanalyste. Et c'est vrai que c'est intéressant et que finalement on dit toujours que la psychanalyse elle reste toujours à réinventer et à inventer et ton expérience est une expérience tout à fait exemplaire puisque effectivement tu es une analyste qui a été formée quand même à l'école freudienne, qui a tout un passé avec Lacan. Et là, on voit que Lacan y est, mais que tu t'es aussi autorisé à aller vers d'autres psychanalystes, notamment Winnicott, qui a l'air d'avoir été un des auteurs importants. On peut comprendre pourquoi. Alors, il y a autre chose qui est bien sûr tout à fait passionnant dans ton livre, c'est la question de la langue. Bien sûr, tu as eu affaire à une langue étrangère et apparemment tu es passé toujours par des traducteurs et c'est plutôt des traductrices. Et là, ça met dans un état particulier, comme tu le dis très justement, ça t'a toi-même mis dans un rapport particulier à la langue et aussi la tienne, comme si tu retrouvais tout le goût de la langue, tu dis. Parce que c'est vrai que quand on traduit, on doit déplier les mots autrement. Et ça, c'est très, très juste comme tu le fais entendre. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce livre. Bien sûr, il y a cette question de la traduction et des langues. Il y a aussi une question qui traverse, on retrouve Pascal aussi dans ses intérêts qu'on connaît par ailleurs. Et il y a une question qui est très présente, c'est celle du féminin. En effet, c'est un livre où il y a essentiellement quand même des femmes, des rencontres. Alors ces rencontres sont vraiment passionnelles et passionnantes, il y a énormément d'amour et c'est vrai qu'on a un peu perdu l'habitude dans le milieu analytique de parler autant du point de vue affectif, émotionnel. Et là, dans ton livre, on est en plein dedans, si je puis dire. Et c'est extraordinaire les liens que tu as tissés avec toutes ces femmes. Je ne sais pas comment vous vous parliez d'ailleurs. Jamais en direct peut-être, puisque... il y en a une qui est traductrice, donc c'est plus facile. Et l'autre qui un peu à la fois s'est mis à apprendre le français. Ah oui. Oui, parce que tu fais bien entendre que Rodatong était très préoccupé. Il voulait absolument que ses étudiants apprennent le français, se cultivent en français, et inversement, je pense, ceux qui devaient se plonger un peu dans la culture chinoise. Alors, tu insistes aussi sur ce qui peut-être est essentiel là-bas, la dimension du traumatique. Ah oui. Alors, on imagine bien que la question du traumatique, elle existe au singulier pour chacun des sujets pris dans leur histoire, mais aussi quand on connaît l'histoire de la Chine et cette histoire qui reste encore assez peu dite et qui doit sûrement pour tous ces patients et devenant analystes une question compliquée, comment parler de l'histoire de leurs ancêtres. Et tu le fais, disons que la question politique n'est peut-être pas centrale dans ton livre, mais à travers les cas cliniques que tu cites, on entend bien que derrière, il y a un traumatisme qui est aussi vraiment au croisement de la petite histoire et de la grande histoire. Alors, c'est un livre où il y a beaucoup de cliniques, puisque... Pascal nous parle de ce qu'elle entend sous différents registres d'ailleurs. Tu fais un enseignement, mais en même temps tu fais des supervisions ou des contrôles que tu renommes deuxième regard sur la pratique et pas contrôle ou supervision, que tu trouves les mots peut-être pas si justes et si bien choisis. Que dire d'autre?
la question du féminin, ça je pense que tu nous en parleras, et de ces Je relations reprendrai un peu toutes les questions. toutes les relations, la manière dont ces femmes chinoises t'ont apparu dans leur identité singulière quand même. Hein. Et à la fin de ton livre, tu dis d'ailleurs quelque chose que je trouve intéressant. Tu dis que les femmes chinoises parlent beaucoup de leurs relations en tant que mères à leurs enfants. Mais comment parler des relations de femme à femme? Et ça, je trouve que c'est une question intéressante que tu mets du côté de ce qui intéresse ces femmes et ce qui les relie entre elles, c'est un souci de liberté. Ce qu'une femme aime de l'autre, c'est sa liberté. Il me semble que c'est ça qui fait le lien. En tout cas avec les femmes dont je parle. Les femmes dont tu parles, bien sûr. Mais j'ai pensé d'ailleurs que c'est vrai pour d'autres femmes aussi, dans le lien entre les femmes, cette question de la liberté de l'autre, et peut-être quelque chose qui nous relie. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Et effectivement, comme tu dis, cette dimension du traumatique auquel tu t'es confrontée, avec laquelle il fallait que tu travailles de façon... Qui est simplement en train de s'ouvrir, d'émerger. On ne pouvait pas en parler trop tôt non plus. C'est-à-dire, qu'est-ce que... Je sais pas, est-ce que je reprends les différents points dont tu as parlé? Comme tu veux, après je dirais peut-être d'autres choses, mais dis-moi. Non, si on parle du traumatique, c'est que donc, tout le monde a vécu des choses traumatisantes, mais au traumatique se surajoute le fait qu'il faut garder la face. Et il ne faut pas mettre ton vis-à-vis en difficulté. Et donc, c'est très très délicat de soulever un problème qui va mettre l'autre en difficulté. Donc on ne le soulève pas, et puis on essaye de faire avec, parce que chaque Chinois porte beaucoup de choses, mais il est quand même formé, il est formaté, je dirais, à garder pour lui et se débrouiller avec tout ce qui est difficile, parce que disons que ce qui est important pour un Chinois, et là, là maintenant on rentre peut-être tout de suite dans le vif du sujet, mais c'est que ce que j'ai remarqué, j'avais pas compris tout de suite, parce que je crois que c'était assez choquant, c'est l'importance du système confucéen. D'abord, c'est que la civilisation chinoise, c'est vraiment une civilisation, et c'est vraiment une civilisation qui repose sur d'autres mythes que les nôtres, qui repose sur d'autres valeurs, enfin une sorte de cosmogonie qui est tout à fait différente de la nôtre, et que tout ça est très cohérent, et que cette fameuse harmonie entre le ciel et la terre, chaque Chinois en est responsable et doit donc contenir ces différents malheurs ou les différents malheurs de sa famille, et pour au fond faire qu'il y ait la plus grande cohésion possible. Alors ça c'est bien sûr, ça c'est l'idéal. Et bien sûr, ceux qui viennent nous parler, ce sont des gens qui sont pris dans cette forme d'injonction, de surmoi. C'est même pas un surmoi, c'est comme si c'était... C'est comme si c'était dans leur gène, quoi. C'est dans une manière de lire le monde. Et quand ils viennent vers nous, ils viennent comme s'ils venaient vers une porte qui s'ouvrait, vers d'autres qui sont donc moins, qui sont extérieurs à leur système, donc ils ne vont pas être impliqués, à qui on ne va pas faire perdre la face, et avec lesquels ils vont pouvoir parler. Donc quand on apporte quelque chose,
c'est l'ouverture d'une fenêtre. Et en Chine actuellement, il y a, bon, moi j'y suis allée, mais il y a énormément, il y a une avidité très grande pour tous les courants occidentaux qui peuvent arriver, que ce soit de la France, mais que ce soit des États-Unis, de l'Italie, enfin de tous les pays. Il y a un grand besoin de quelque chose qui représente une ouverture, mais qui représente, alors tout de suite ça se chinise, c'est-à-dire tout de suite ce que nous on amène, alors ça va devenir un nouveau modèle. Et la dernière, là j'ai été faire une session, toujours avec la même équipe, et on m'a demandé de parler, moi j'avais l'impression d'en avoir déjà parlé, etc. On m'a dit, écoute Pascal, est-ce que il y a un problème actuellement, c'est que les Chinoises ont perdu la maternitude, c'est-à-dire la capacité d'être mère. Alors qu'est-ce qu'elle voulait dire? Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Elle me dit, c'est parce que elles ont perdu, elles veulent quitter la modalité traditionnelle, elles ont en face d'elles plein de nouvelles formes qui leur arrivent, elles ont Internet, et elles passent leur temps à chercher des modèles, et en fait ces modèles les coupent de leur propre vie affective, et donc il n'y a plus ce relais, ce rapport avec la vie affective dans lequel leur enfant peut trouver à se loger. Et en fait, ça crée des nouveaux problèmes, quoi, en fait. Ils sont dans un entre-deux. Oui, elles sont dans un entre-deux. Mais c'est-à-dire, il y a une ouverture, donc des nouveaux modèles, mais en même temps, il y a la forme, j'en parle un peu dans mon livre, il y a ce désir de forme. C'est parce que, en fait, le système confucéen, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un ordre dans l'univers. Il y a un certain ordre qui est très bien décrit. Et puis, donc, chacun est à une certaine place et doit respecter cet ordre. Et donc, l'éducation a un très grand rôle. L'éducation, c'est d'apprendre à l'enfant, de le mettre dans cette forme dans laquelle c'est une éducation du comportement, en fait. C'est beaucoup plus une éducation du comportement qu'une éducation de la communication, de la parole, de l'expression des sentiments. C'est pour ça que moi j'ai été d'ailleurs mise devant une difficulté, c'est-à-dire que au départ, quand les gens venaient me trouver, en fait, ils me demandaient de leur proposer une forme, de leur proposer une modalité d'exercer, d'écouter les gens. Ils avaient besoin d'une forme. Alors, je veux dire, c'est compliqué, parce que la psychanalyse, en principe, c'est le contraire de la forme. Mais en même temps, si on... Comment ? C'est quand même un dispositif. Oui, alors il y a deux types de formes. Il y a la forme, il y a le dispositif. Et puis, c'était aussi la forme, la manière de penser, parce qu'ils voulaient même s'emparer de ma manière de penser. C'est une autre... C'est comme si... Voilà. Ah oui, alors, la question du dispositif aussi, ça, c'était... C'est-à-dire que... En fait, ce qui est compliqué, c'est un peu notre faute, c'est-à-dire que... donc je vais quand même vous reprendre l'histoire, parce que peut-être que tout le monde ne la connaît pas. Dans les années 90, est venu à Paris un jeune homme qui est venu faire sa thèse en linguistique. Il s'appelle Rodatong. Et puis, il a voulu faire une psychanalyse. Et finalement, bon, après des périples, il a eu comme psychanalyste Michel Guibal. Donc lui, ce jeune homme ne parlait pas tellement bien le français. Michel Guibal ne parlait pas un mot de chinois. Donc finalement, ils ont quand même réussi. Et puis, ils ont inventé aussi, parce que c'est là où Michel parle toujours, que quand ils n'arrivaient pas à se parler, ils écrivaient le mot. Et puis, on va regarder dans le dictionnaire. Enfin, il y a eu tout un travail comme ça. Mais quand même suffisamment important pour Rodatong, pour que, en rentrant en Chine, d'abord pour qu'il modifie sa thèse. Alors, c'est-à-dire que Rodatong
c'était une découverte très importante, c'était quasiment inaugural, cette rencontre avec cette manière de penser, cette manière de ce rapport à la langue, parce qu'il était venu voir Lacan en tant que linguiste, parce qu'il avait appris que voilà, Lacan était intéressé par la langue. Et en fait, il a découvert en arrivant en France que Lacan était mort, en fait, il ne le savait pas. Et quand il est rentré, il a donc exercé pendant 5 ans à Pékin, puis ensuite il a été nommé à Chengdu, dans le Sichuan, là d'où il est originaire. Et là, à ce moment-là, il a obtenu l'ouverture d'un département de psychanalyse à l'intérieur du département de philosophie. Et à ce moment-là, il a demandé à Michel Guibal de venir l'aider pour ce nouveau département. Et c'est à ce moment-là où Michel Guibal a demandé à des gens qui étaient autour de lui si ça les intéressait de venir essayer de démarrer quelque chose. Et moi, j'ai fait partie donc, de cette première équipe. Michel y est allé. Et puis il y a eu un colloque en 2002 organisé par Rotatong, donc à Chengdu. Et c'était un colloque, mais où il n'y avait pas beaucoup de psychanalystes chinois, parce qu'en fait, il n'y en avait pas. Mais alors, il y avait des sexologues, des statisticiens, des gens qui s'occupaient de diététique. Enfin, il y avait un peu toutes sortes de personnes. Et puis, on était quand même une quinzaine de Français. On avait préparé des textes à l'avance pour qu'ils puissent être traduits. Tout était traduit. Mais le colloque, le colloque s'est passé, quasiment tout le temps du colloque a été occupé à la traduction. Puisque comment est-ce qu'on traduit tel terme, le phallus, ou même le sujet, ou même le mot désir, enfin bon. Et d'autant plus qu'il y avait eu déjà des traductions qui avaient été faites par les gens de Taïwan, parce que ce qui s'est passé, c'est que la Chine populaire, pendant un certain temps, s'est fermée à l'Occident, tandis que les gens de Taïwan se sont permis ont eu accès à Freud et à tous les livres de psychanalyse occidentaux et avaient commencé à traduire. Sauf que ils n'ont pas traduit en chinois simplifié, parce que c'est Mao Tse-tung qui a autorisé ou encouragé une simplification de l'écriture chinoise. Et donc le colloque a lieu, et à ce moment-là, moi je vais dire bonjour à Rotatong, puis il me dit, mais écoute Pascal, on se connaît, tu sais, moi j'étais un étudiant à Paris, et moi j'avais pas fait le lien entre l'étudiant que j'avais vu, je vais déjeuner avec lui, on avait discuté, etc. Je ne pensais pas du tout que c'était le professeur de Chengdu. Il me dit, mais si, mais je suis venu chez toi, passage d'enfer, etc. Donc finalement, ça, c'était mon adresse. Finalement, évidemment, ça a tout de suite créé des liens. Et à ce moment-là, il m'a demandé de venir faire un séminaire sur la psychanalyse d'enfants. Et donc, c'était en décembre 2003. Et là, c'était très intéressant parce que donc, depuis à peu près 98, il enseignait la psychanalyse, il prenait donc les grands concepts de Lacan, et puis il enseignait ça à ses étudiants. Et puis, comme il voulait aussi former des analystes, donc il avait pris sur son divan ses étudiants, et puis quelques professeurs. Et puis après, il avait encouragé ses étudiants en analyse, voulant devenir psychanalystes, à prendre eux-mêmes des patients qu'ils avaient pris dans la famille éloignée ou parmi d'autres étudiants. Mais au fond, tous ces gens-là n'avaient qu'un seul modèle, c'était le divan de Rotatong. Ils ne connaissaient pas une autre psychanalyse que le divan de Rotatong. Et Rotatong ayant tout simplement, en bon chinois, pris le modèle qu'il avait lui-même reçu. Nous, on fait tout ça, d'ailleurs, on reproduit un peu le modèle de nos analystes. Mais alors là, il a refait exactement le modèle de Michel Guibal, qui lui a pris quel modèle? Le modèle de son analyste, qui était Pierrat Aulagnier. Oui. Donc, on se retrouvait, tous ces étudiants, quand ils ont commencé à m'entendre parler, et que comment, en tant que psychanalyste, je recevais des familles
je parlais une langue ordinaire en fait, avec les parents. Je recevais des enfants, je prenais un enfant sur mes genoux, je lui chantais une chanson. Ils ouvraient des yeux complètement écarquillés, ils étaient absolument vraiment très intéressés. Et bon, voilà comment ça a commencé. Enfin, le livre raconte tout ça. Ben, je peux continuer si vous voulez, mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'avais ramené un peu des textes de Dolto, de Mélanie Klein, de tout ce qui concerne la psychanalyse d'enfants, donc et de Winnicott. Là tout de suite on a parlé de la relation d'objet parce que eux, au fond, ils avaient simplement la théorie lacanienne. Ils connaissaient pas tellement freudienne, parce que c'est quand même, Rottenberg leur parlait quand même de Freud. Et bon, donc on a parlé de la théorie d'objet, Winnicott, l'objet transitionnel, enfin, voilà, parce que Winnicott, il amène la question de l'environnement, en fait, pas simplement de la vie psychique fantasmatique, quoi, d'une autre dimension. Et à ce moment-là, les filles sont venues me voir en disant on voudrait vous montrer des dessins d'enfants, on voudrait que vous nous parliez des dessins d'enfants. Et donc on a organisé une après-midi, elles sont arrivées, c'était surtout des filles. Elles sont arrivées avec des dessins, puis j'ai tout de suite vu de quoi il s'agissait, c'est-à-dire c'est compliqué parce que comme elles n'ont pas encore d'enfants en thérapie, donc d'où viennent les dessins? Donc, on a eu une discussion assez intéressante d'ailleurs sur, c'était les dessins de leurs enfants en fait, de leurs enfants. Alors, dans quelles conditions on peut... Alors là, tout de suite, c'est la question un petit peu de l'éthique, quoi, qui s'est posée. Ils ont assez bien compris, c'est-à-dire de où on peut s'autoriser à essayer de lire dans un dessin d'enfant autre chose que ce que l'enfant amène comme geste d'amour envers le parent. Voilà, d'où on s'autorise quand même à faire une lecture surajoutée. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait de cette lecture? Et alors, à ce moment-là, je me suis rendu compte que ce qu'il y avait comme difficulté, c'est qu'elles voulaient le bien de leur enfant, mais elles avaient, ce que j'ai tout de suite senti, c'est qu'elles voulaient trop le bien de leurs enfants, au sens où elles voulaient absolument savoir tout ce qu'il y avait dans la tête de l'enfant. Et puis, je veux savoir tout ce qui est dans la tête de l'enfant, et puis après ça, je pourrais mieux diriger mon enfant. Mais c'était sans aucune malveillance. Hein, tout de suite, s'est posé la question de qu'est-ce que c'est qu'une vie privée, qu'est-ce que c'est que l'intimité, est-ce que l'enfant a droit à une vie privée. Bon, alors moi, je disais tout ça d'ailleurs d'une manière très naïve, parce qu'au fond, j'avais pas encore. Je débarquais, à vrai dire, donc je disais des choses, mais j'avais pas du tout. Au fond, je connaissais pas à qui je m'adressais, je voyais pas dans quel système elles étaient, elles ou ils étaient. Je voyais pas sous ce système, tout ce poids de la famille. J'avais pas encore vraiment pris la mesure du système. Voilà pour le début. Et après, alors Rotatong m'a demandé si je voulais bien venir faire une supervision. Donc c'est ce que je raconte dans le livre, c'est-à-dire que les jeunes analysants qu'il avait sur son divan, qui avaient eux-mêmes un ou deux analysants, qu'ils viennent me parler de ce qu'ils entendaient et puis de la manière dont ils pouvaient en faire quelque chose. Et à ce moment-là, il y a Monique Tricot aussi qui est venue aussi très régulièrement. Et donc, à ce moment-là, j'y suis allée deux fois par an, quoi. Mais tout de suite, c'est devenu tout de suite
assez organisée, c'est-à-dire chaque rendez-vous c'était 45 minutes et il fallait, chaque session c'était 3 fois 45 minutes. Parce que tout de suite ils ont repris la forme je sais pas, du nombre de séances qu'il y a à l'IPA ou je sais pas dans quelle association, mais voilà, il fallait que les choses elles soient normées en fait. Et puis juste un tout petit mot pour la question du divan fauteuil. Donc ça c'était pas possible que les gens soient sur un divan. Mais finalement ça n'a pas fait trop de problème. Ils ont mis 2 fauteuils exactement comme ceci, mais un peu décalés. Ils ont repris, c'est-à-dire que l'analyste est là, puis le patient est un petit peu plus loin. Et puis maintenant, ils font ça encore un peu, mais maintenant ils mettent toujours une plante. Parce que la plante, c'est pas simplement pour faire un petit écran, c'est parce que la plante, bah, c'est la vie, quoi. C'est représentant du vivant. Oui, Pascal, il y a quand même quelque chose que tu fais entendre, enfin qui te passionne, qui t'a passionné, c'est ce que tu dis, c'est que tu as assisté vraiment à la naissance de la vie psychique. On a l'impression, au fond, que cette dimension n'avait pas été nommée encore, et qu'il s'agissait de nommer un espace qui n'avait jamais été désigné comme tel, l'espace psychique. Et on entend bien que c'est à ça que tu essayes c'est cet espace que tu essayes d'ouvrir progressivement. Alors, je voulais te dire quand même, parce que forcément, c'est des questions qui se sont posées, la question se pose de savoir quel type de travail tu faisais et que faisaient ceux qui y allaient. Alors, est-ce que c'est de la psychothérapie, c'est du soutien, quel type de... J'ai envie de dire que, de toute façon, ce qui est clair dans ton travail, c'est qu'il y a du psychanalyste. Que tout ce que tu as fait, tu le faisais quand même avec ton écoute d'analyste. Que tu as, justement, où tu as dû inventer avec ton écoute quelque chose, quand même, où tu restais tout à fait... dans ce qu'on... Le psychanalyste était toujours là. Alors, on a relevé des exemples que tu cites, notamment un exemple très intéressant d'un patient qui a un problème avec son père, qui n'a pas grandi avec son père, et à un moment donné, ce père veut lui donner de l'argent pour qu'il s'achète un appartement parce qu'il vit chez ses beaux-parents dans un tout petit espace et que sa femme n'est pas contente et que son fils vit dans des conditions difficiles. Mais cet homme ne veut pas accepter donc ce don de son père parce qu'il lui sera redevable et qu'il ne veut pas lui être redevable puisqu'il considère que cet homme ne s'est pas occupé de lui. Et là, on t'a trouvé tout à fait habile, un peu doltoïenne si tu veux. Tu es arrivé à retourner la situation et à lui montrer finalement l'intérêt qu'il avait à accepter ce don et qu'il avait comme ça une dette de vie quand même vis-à-vis de ce père. Enfin, tu as restauré quelque chose et pour ça, il faut quand même avoir une écoute analytique pour pouvoir faire cette torsion, si tu veux. Et tout au long de ton livre, on entend bien que ils ne sont pas analystes, enfin, ils sont sur le point peut-être de le devenir un jour, mais malgré tout, toi, il me semble que tu restes toujours dans ta fonction d'analyste, mais d'une façon originale et inventive, puisque tu n'as pas du tout... tu n'es pas dans la même histoire qu'ici en Occident. Alors ça, c'est très... Oui, c'est assez difficile. Hein. C'est à la fois difficile et à la fois... comme chaque situation est un peu inédite, alors c'est aussi assez stimulant. Parce que la réponse, tu dois l'inventer. Et alors ça, c'est stimulant pour tout le monde d'ailleurs. Pour la personne qui la reçoit, parce qu'il se rend compte que c'est lui ou elle qui a produit la recherche, la créativité qui est en toi, quoi. Il y a quelque chose qui se fait des deux côtés. Et
voilà, c'est pour ça qu'on peut arriver à être analyste, en effet, dans des situations où, enfin, où il n'y a pas tout le cadre, etc., de l'analyse, quoi. Oui. Mais il faut aussi, il faut quand même, c'est parce que là, c'était intéressant pour moi aussi, parce que on est obligé de se dire, mais qu'est-ce que je garde de l'analyse? Qu'est-ce qui est absolument essentiel? Alors, bon, ce qui est essentiel pour moi, c'est par exemple de pouvoir dégager le conflit qui est dans la personne. Pas forcément lui donner la réponse, mais de lui montrer que dans ce conflit, il y a lui comme sujet, quoi qu'il est. Et puis, ou alors aussi toute la vie. Ça, j'en parlerai après, les rêves, parce que c'est quelque chose qui. Ou alors la question de l'inconscient, mais la question de l'inconscient aussi, elle va avec quelque chose que tu as nommé, c'est-à-dire avec la narrativité. C'est-à-dire que très souvent, il nous demande ce qu'il faut faire. Et donc, il y a quelque chose à ouvrir à partir de ce faire, pour d'abord qu'il raconte peut-être comment les choses se sont produites, etc. Éveiller un petit peu sur des fois des détails. Et puis, c'est ouvrir toute la fonction du récit, en fait. Un peu aussi, ça, je trouve que c'est une activité qui peut être analytique, en fait. Et puis, évidemment, la question aussi, je ne sais pas quoi dire. J'ai eu du mal à faire passer quand même cette question de l'inconscient. Des fois, j'avais l'impression que, pas tellement dans les formations dont je parle dans mon livre, mais dans d'autres formations que j'ai eues, ça restait, c'est parce qu'il y avait la question de la moralité, c'est-à-dire de quels sont les actes qu'il faut faire, comment on doit se conduire, quoi. Voilà, comment on doit se conduire. Et c'est difficile parce qu'il faut aussi en tenir compte, puisque c'est leur univers. Comment on doit se conduire, mais aussi comment est-ce qu'on peut penser. Oui, ça, c'est quelque chose c'est un peu ça, le but que je me donnais, c'est d'amener les choses au niveau de la pensée, de pouvoir être pensé et non pas agi. Parce que dans de nombreux cas, les personnes qui venaient me voir et me parlaient de quelqu'un, par exemple, qui avait commis un suicide ou bien qui est tombé dans une dépression, c'est-à-dire de manifester un malaise par un acte et non pas par une expression parler de ce mal-être, en fait. Oui, alors, la question des différences des langues, moi, c'est pour ça, finalement, je ne sais pas ce que j'ai fait là-bas. Je ne sais pas ce que j'ai fait là-bas, puisque j'ai pas pu... je ne connais pas le chinois, j'ai essayé de l'apprendre, j'ai calé, donc je ne pouvais pas entendre la richesse de la langue, et puis tout simplement que une pensée, ça se traduit avec sa langue, quoi. Donc je pouvais pas, j'avais pas le... Donc j'ai plutôt d'abord... oui. Et donc j'avais toujours ce passage par une traductrice. Et cette forme de... Et alors, tu disais, est-ce que ça rend... Est-ce que ça... Cette absence de langue commune, est-ce que ça ne me permettait pas d'être un peu plus analyste? Pour toi-même. C'est-à-dire, ça m'obligeait à essayer de traduire le plus clairement possible ce que je pensais. Ma perception des choses, j'étais obligée de les traduire d'abord pour que ça soit clair pour moi, que ça soit clair pour la traductrice, qui puisse vraiment le faire passer à l'autre, que ça soit clair sans que ça soit trop simple non plus. Mais puisqu'on parle de traduction, la présence de la traductrice ou du traducteur,
Bon, au début, je me disais, mais c'est un peu inouï, quoi. Nous, on est habitués à l'intimité, au fait que c'est de la confidentialité, etc. Et puis finalement, assez vite, je suis sortie de cette difficulté parce que j'ai demandé que la confidentialité soit respectée. Puis de toute façon, puis après ça, finalement, on ne peut pas tout contrôler. Donc, mais c'était quand même intéressant le fait d'être 3 parce que ça me permettait aussi d'avoir le temps de réfléchir à ce que j'allais dire. Le temps de la traduction, ça donne un petit temps de latence, je dirais. Alors, il y a eu d'abord aussi... Oui, parce qu'ils ont dû faire des choix. Hein. Oui. Ouais. Il y a une évolution. Par exemple, le mot inconscient, ils ont d'abord... Je l'ai pas je le dis dans une des notes du livre, mais ils ont traduit d'abord par absence de conscience. Donc c'était ce qu'on appelle un faux ami, quoi. C'était il fallait d'abord qu'ils comprennent bien le sens, et d'autant plus que tout leur est arrivé par l'anglais. Ils n'ont pas traduit à partir ni de l'allemand ni du français, ils ont traduit à partir de l'anglais. Le même mot qu'en français pour la psychanalyse. Oui. Mais par exemple, justement, le mot psychanalyse, je me le suis fait expliquer. Il est composé de 4 idéogrammes. Jin, Chen, Fen, Se. Alors, Jin, ça veut dire le liquide qui circule dans l'homme qui est précieux, le sperme. Chen, le regard lumineux invitant à parler. Chin Chen, donc ce qui veut dire donc liquide précieux dans l'homme, c'est le mot qui veut dire esprit. Vous voyez, donc Chin d'un côté, Chen et Chin Chen, esprit. Chin Chen Fen. Alors Fen, c'est diviser, c'est analyser, quoi. Et Tse, minutieusement, profondément. Donc Fen Se, ça veut dire analyse. Donc on a esprit et analyse, vous voyez, psychanalyse, esprit, analyse. Le terme chinois Chin Chen Fen Se, employé pour nommer la psychanalyse, met donc l'accent, oui, sur l'analyse minutieuse de ce qui vient bloquer le courant de vie de la pensée. Parce que c'est un courant de vie au départ. Hein. C'est intéressant. Hein. C'est pas mal. Oui. Alors après ça, psychologie. Tsin Li Tue. Alors Tsin, c'est le cœur. Li, c'est théorie. Et Chue, c'est étude. Étude du cœur. Étude de la théorie du cœur. L'âme. Étudier le raisonnement du cœur. Cœur et pensée faisant un tout. Et le mot psychothérapie. Parce qu'il y a tout un... Ils ne veulent pas... On va revenir sur le terme de psychanalyse et psychothérapie. Psychothérapie. Tsin Li, Se Liao. Alors, Tsin, cœur. Li, théorie. Mais Tse, c'est maîtriser. Et Liao, soigner. Alors, Tsin Le Chi Lao, les raisons du cœur contrôlées médicalement. Liao est un terme emprunté à la médecine. Donc là, c'est assez clair, quoi. C'est la psychologie, c'est la théorie, tandis que la psychothérapie, c'est le soin, mais le soin avec le savoir, quoi. Et la psychanalyse, c'est plutôt du côté de l'analyse minutieuse de ce qui vient bloquer le courant de vie de la pensée. Oui, on peut tout à fait dire que, voilà, que leur système donc confucéen est une manière de faire rentrer la castration, quoi, de la. Mais sinon, par rapport à ce que vous disiez dans le film, c'est parce qu'en fait, ils ont à côté des Outans, ils sont très pragmatiques. Tout d'un coup, voilà, on a changé, c'est tout, on a changé. Oui, dans les films comme ça, on entendait, je sais pas si ça fait castration. Complètement. Il y avait une personne âgée, enfin plus ou moins d'ailleurs,
qui disait, mais moi, on me bandait les pieds. Et on voit ses pieds. Ses pieds font du 30, quoi, je veux dire, de nos pointures. Elle dit aujourd'hui, c'est pas pareil. Et elle sourit. Il y a ce sourire qu'elle a tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'on cache, et en même temps, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a quand même quelque chose qui se montre, parce que c'est pas seulement un modèle, c'est que tout le monde sait qu'il est dans un modèle, quoi, je veux dire. Il y a quelque chose comme ça. Pascal, il me semble que ce qui est très intéressant, c'est l'effet que tout ça a eu sur toi. Et je trouve que c'est ça qui m'a intéressé le plus dans le livre. Parce que pour parler de la Chine, on se sent tellement... on manque tellement de savoir. Hein, peut-être toi, ça fait 13 ans que tu y vas, tu en es pénétré. Mais pour quelqu'un qui reçoit ton livre du côté de la Chine, on se sent complètement ignorant. Mais par contre, moi j'ai été sensible à la façon, tu dis à la fin de ton livre, à un moment, qu'après l'écriture de ton livre, tu t'es cynicisé. Je voulais te demander, oui, je ne sais pas comment le dire, mais oui, cynisé. Je me demandais si tu pouvais nous dire en quoi tu t'es cynisé. Et ce qui m'intéresse aussi d'entendre, c'est en quoi ça t'a transformé dans ta clinique. Ça t'a sûrement transformé pour beaucoup de choses, de ton humanité, mais au niveau clinique, qu'est-ce que ça a changé dans ta pratique? De traverser, c'est une traversée que tu as fait quand même, qui a sûrement modifié des choses, et ça m'intéresserait de t'entendre. Alors je verrai, c'est deux questions. Hein. Oui. Alors, l'exemple dont parle, enfin, ce à quoi tu fais allusion, c'est que lors d'une des formations, il y a une femme qui vient me voir, une très jolie femme de 35 ans, qui me dit, écoutez, voilà, je voudrais avoir 3 séances. La formation est sur 5 jours. Il faut trouver le temps, quoi. Bon, finalement, on convient de 2. Et donc, on trouve une pièce, et puis elle voulait un peu le dispositif. Je sais pourquoi pas, mais il y avait quand même la traductrice, quand même. Mais voilà, son dilemme, c'était celui-là. D'abord, la première, elle m'a parlé beaucoup de son enfant. Moi, je trouvais que son enfant allait très bien. Enfin. Et la deuxième, elle m'a parlé de quelque chose. Donc, elle m'explique que voilà, son problème, c'est qu'elle aimerait avoir un deuxième enfant, mais que son mari est pas très chaud. Pas très chaud, finalement, j'apprends qu'il n'est pas très chaud au lit aussi, quoi. C'est pas très chaud pour avoir un deuxième enfant, etc. Et finalement, de fil en aiguille, il me dit oui, mais voilà, il rentre encore un soir de moins à la maison. Donc finalement, j'apprends qu'il ne rentre à la maison que 3 soirs par semaine. Alors pourquoi? Parce que au début de notre mariage, il était très présent, mais enfin il gagnait pas beaucoup d'argent, donc je l'ai incité à gagner de l'argent. Finalement, quand on a eu ils ont un petit garçon, et pour le petit garçon, il a dit oui, je vais gagner de l'argent. Et il a trouvé du travail dans une imprimerie, mais qui est de l'autre côté de la ville. Donc elle m'explique qu'en fait, pour réduire les transports, en fait, pendant 3 soirs par semaine ou 4, il imprimerie. Enfin, il dort. Et puis, donc, finalement, au bout du compte, je me rends compte que cette femme, en fait, elle a une vie très seule. Elle est là, finalement, sa vie, c'est de s'occuper de son garçon, puis de regarder la télévision le soir, de faire un petit jeu avec lui, puis d'aller se coucher. Et tout ça en ayant le désir d'un deuxième enfant. Et puis, à un moment, elle dit... je sais pas, mais peut-être qu'il faudrait que j'ai un amant. Alors moi, je suis un peu... C'est compliqué comme situation. Il n'y a pas de conseil. Et alors finalement, je lui dis, parce qu'elle me pose la question, c'est comme si j'avais une réponse à lui donner.
Et je lui dis, mais écoutez, est-ce que vous êtes prête à ne plus être amoureuse de votre mari? Alors elle a réfléchi un petit temps. Elle m'a dit non, je préfère être encore amoureuse de mon mari. Voilà, la séance est terminée. Mais c'est là que j'appelle que je me suis cynisée. Parce que, en fait, je lui ai parlé un peu en lui montrant que, bon, ben, d'abord que la réponse était. Enfin, comment déplier la problématique, et puis que le devenir était entre ses mains, quoi. Mais moi, ça m'a beaucoup touchée, cette situation. Parce que j'ai senti une détresse chez elle, une solitude. Alors, elle avait l'air toute mignonne, toute gentille. Et en fait, c'est le cas de beaucoup de femmes chinoises qui sont soumises au fait que le mari, on lui demande d'avoir un enfant et après, il est libre. Et que les femmes, c'est tout, elles ont qu'à accepter ça. Alors ça m'a beaucoup quand même touchée. Et quand j'en discute, on me dit mais écoute Pascal, calme-toi, mais tu sais, c'est pas si grave, elle fera des affaires. C'est-à-dire elle ira gagner de l'argent. Et en fait, plusieurs fois on m'a répondu mais écoute c'est pas grave, elle ira gagner de l'argent. Et moi, en fait, ça me touche l'idée qu'elle va remplacer une forme parce qu'elle elle aimait bien son mari. Enfin, il y avait une relation, mais en fait, la relation un peu s'est effilochée. Que en fait, ce qui va remplacer cette relation partagée, ça va être de gagner de l'argent, de devenir voilà, de faire partie de la société. Parce que c'est une société qui appelle au travail, hein, tous les gens sont très. Et voilà donc ma question un peu sur la femme chinoise, c'est le rapport à la féminité en fait. Très souvent, oui, c'est souvent les. Puis alors, c'est même quelque chose qui est justifié par le système confucéen, c'est-à-dire que donc nous on arrive avec un schéma. Le schéma, c'est le père qui tient la loi et c'est le nom du père, c'est-à-dire la fonction symbolique est du côté du nom du père. Mais pour un Chinois, pour eux, ils comprennent tout simplement pas ce qu'on veut dire, parce que pour eux, en tout cas, la personne qui a l'autorité dans la famille, c'est la mère. C'est la mère, et puis d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on... D'ailleurs, la meilleure preuve que c'est elle qui a l'autorité, c'est que c'est elle qui met l'enfant au monde. Donc, c'est elle qui accouche de l'enfant. Donc, l'origine de l'enfant, c'est elle. Donc, c'est elle qui a l'autorité. Alors, c'est-à-dire, il n'y a pas cette forme de... Nous, ce qu'on nous présente comme modèle, c'est une forme plus dialectisée du rapport père-mère. Et là, non. Là, c'est plutôt chacun a une fonction dans l'éducation de l'enfant, dans le culte des ancêtres, dans la vie civile. Mais il n'y a pas cette idée de rapport croisé père-mère. Mais on n'attend pas du père une fonction, par exemple, dans la vie de la maison. Je me dirais ici non plus. Mais quand même. Maintenant, un peu plus. Mais Pascal, c'est plutôt, je dirais pas que on ne demande rien au père, c'est plutôt qu'on demande beaucoup à la mère. Ça serait plus. Oui, ça fait longtemps. Oui. Pascal, il me semble quand même que tu développes à la fin de ton livre la question aussi de l'amour. Comment ils conçoivent aussi la relation amoureuse entre hommes et femmes. Il y a quelque chose qui, tu dis, ne pas être du côté d'une altérité recherchée oui, c'est ce que je dans disais. la relation amoureuse, par exemple. C'est que... Enfin, moi, je suis très extérieure. Hein. C'est difficile aussi de poser des jugements. Mais... Moi, je trouve qu'il y a une forme de brièveté ou de pauvreté dans la relation
je sais pas, je trouve que les relations sont assez pragmatiques, alors du coup ça enlève enfin, comment dire, il y a un côté très romancé, romanesque quand même. Il y a beaucoup de poèmes sur l'amour. Hein. L'amour, c'est quand même une grande... Mais c'est très souvent l'amour avec un grand A, en fait. Mais c'est dans la relation homme-femme, pour l'instant, je la trouve très discrète, en fait. Il y a le mot « je » qui est traduit par « wo ». Alors pour eux, c'est un terme égoïste. Dire trop je, c'est être égoïste, parce que l'entité, c'est l'entité, c'est le groupe social. C'est-à-dire, c'est comme s'il fallait d'abord trouver la forme. C'est ça. Et avant d'écouter peut-être comment cette liberté pouvait surgir d'elle-même. C'est ça un peu la question. Mais quand même, ce que je peux dire d'abord, et en fait c'est Lacan qui le dit lui-même, c'est que un idéogramme, c'est pas une image. Ce sont des signes. Et Lacan en fait vraiment, si tu veux, l'origine du signifiant, tu vois. Et disons, le sujet beaucoup plus du côté de ces petits signes qui sont même pas attachés forcément tout de suite à quelque chose de la voix, du son, qui existent et qui peuvent être prononcés différemment, peut-être quelquefois selon les régions. Donc Lacan remarque bien que ça, c'est une forme d'indépendance au départ, ces traits d'écriture. Mais je suis persuadée, sans pouvoir le vérifier, que cette manière de rentrer justement dans tous ces signes, dès la plus tendre enfance, très très tôt, de mémoriser, d'avoir ça donne une capacité intellectuelle, à mon avis, énorme. Une capacité, une rapidité de pensée, une mémorisation très grande. Maintenant, il faudrait sûrement demander à quelqu'un qui connaît beaucoup mieux l'écriture. Mais il commence à y en avoir, je pense. Mais il y a aussi beaucoup de psychanalystes allemands et américains en Chine. Il n'y a pas que les Français. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français. Mais maintenant, ils commencent à voir. Donc, les jeunes sont en train un petit peu de grandir et commencent à écrire, en fait. Oui, c'est vrai. Il y a pas mal dans les colloques, maintenant, il y en a de plus en plus qui prennent la parole, oui. Il faut reconnaître tout de suite, c'est que la Chine est aussi en plein bouleversement. C'est aussi que les anciennes structures familiales sont en train de prendre du plomb dans l'aile. Au moment où vous êtes... Oui, au moment où... Enfin, c'est-à-dire en 2003, ça a commencé... c'est avec l'enrichissement. Oui. Donc on est sorti complètement de l'ère maoïste. On s'est enrichi, mais à une allure vraiment très rapide. C'est aussi la rapidité du changement qui est un boulot. Ça veut dire que leur monde s'occidentalise culturellement. Oui, et aussi s'occidentalise, se capitalise en fait. C'est pas simplement la culture, c'est l'argent oui, quand même. Oui. Et alors, donc du coup, au niveau, les gens, la génération en fait qui s'enrichit, c'est elle qui vient consulter. Comme toujours. Tandis que les plus pauvres, eh bien, ils vont continuer à aller voir le médecin de médecine traditionnelle ou bien aller voir quelqu'un dans leur voisinage. Et des acupuncteurs très efficaces. Oui. Donc, mais ceux qui s'enrichissent, ils sont quand même assez nombreux. Hein. Si vous voulez, ce qui est assez difficile quand même à faire passer, c'est la différence entre le transfert et l'amour, je dirais. Parce que donc le transfert, c'est la gestion du transfert, disons, qui est peut-être un petit peu difficile, puisqu'il faut à la fois quand même offrir cette possibilité de transfert et en même temps maîtriser quand même un peu un peu toute cette vie affective comme ça qui se déploie sur le psy. J'ai un truc dont je n'ai pas parlé. Donc,
c'est des choses qu'il faut continuer à travailler. C'est pas encore très clair ce que c'est que le transfert. Et comment, surtout, le transfert peut être un outil de travail. Voilà, comment c'est la lecture du transfert qui peut permettre de savoir quelque chose sur la personne qui est en face de nous, hein, c'est-à-dire un peu l'effet sur moi-même, et puis comment je peux l'utiliser aussi. Et là, justement, on est dans la psych... c'est ça qui est aussi émouvant, c'est qu'on retombe dans ce que Freud nous décrit de ses difficultés avec ses patientes chez lesquelles il déclenche des passions, et comment je vais faire. Donc, on est un peu, des fois, dans les mêmes... Alors, il y a une autre difficulté aussi qui vient alors pour une autre raison, c'est que beaucoup de choses se passent sur Internet. Alors, parce que maintenant, il n'y a pas simplement moi ce que je fais. Hein. Il y a aussi une espèce de tout le monde veut devenir psychothérapeute, psy quelque chose, et ça se passe beaucoup sur Internet. Et alors là, ce qui est difficile, c'est la coupure. C'est-à-dire que si je fais une analyse sur Internet ou une psycho quelque chose sur Internet, je peux voir mon patient tous les jours. Puisque même si je pars en vacances, je vais bien trouver un ordinateur quelque part, j'ai mon téléphone. Donc, et comme il y a aussi l'idée que tous ces entretiens sont payés et payants, alors ça fait quelque chose où la question de la coupure, de la scansion a beaucoup de mal à trouver sa place. Vraiment beaucoup de mal. Comment ? Le psychanalyste peut dire non. Oui, alors, alors voilà, alors est-ce qu'ils sont psychanalystes? Parce qu'évidemment, par exemple, dans le livre, il y a ceux qui en principe ont fait une analyse et qui viennent faire une supervision. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'à l'occasion du tremblement de terre de 2008, il y a un petit groupe qui s'est formé pour aller travailler sur les lieux du tremblement de terre. Donc ils se sont organisés. À vrai dire, ils n'ont pas pu tellement y aller parce que le gouvernement a très vite a voulu un peu savoir qui y allait. Mais ils se sont quand même organisés. Donc il y a eu un petit groupe qui m'a aussi invitée. Et c'est à partir de ce groupe où j'ai vu quand même des cliniciens. Je me suis dit, c'est quand même dommage que ces cliniciens, même s'ils n'ont pas fait d'analyse, ne puissent pas bénéficier d'une approche psychanalytique. Et c'est pour eux que j'ai fait cette formation. Mais alors, de là à dire que parce qu'ils ont un peu travaillé les textes analytiques, parce qu'on a travaillé des cas d'une certaine manière, ils sont devenus psychanalystes, j'en sais rien, je ne peux pas le dire. Donc, c'est sûr qu'en tout cas, la question du non, de pouvoir soutenir le non, c'est quelque chose qui pourrait faire se démarquer entre psychothérapie et psychanalyste, quoi. Parce que là c'est très compliqué, la question du refus, d'arrêter de dire non, de frustrer, la question de la frustration, parce que d'abord il y en a beaucoup qui ont été coupés de leurs parents étant enfants pour être confiés aux grands-parents. À une certaine époque, tout le monde vivait ensemble, donc il n'y avait pas de coupure affective avec les parents. Maintenant, c'est plus le cas, mais on continue à confier l'enfant aux grands-parents. Alors, il y a des fois des séparations qui se passent bien, parce que la communication, la parole circule, et d'autres fois où elle se passe mal. Ça fait un vécu donc ça fait une angoisse d'abandon un peu qui s'installe. Comme partout, mais peut-être un peu plus. Et puis, on parlait de la frustration. Oui, donc dire non, voilà. Pour l'instant, disons comme vous pouvez le voir un peu dans le livre, tu as parlé de l'amour, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que beaucoup de psys autour de moi ont l'impression que leur premier rôle, c'est de donner de l'amour. Le deuxième, d'amener une scansion, un non, etc. Ça viendrait dans un deuxième temps, quoi. Enfin, c'est ce qui est un peu quand même... voilà. Et puis après, il y en a quand même qui sont vraiment analystes et qui ont très bien compris quand même intégrer cette question du non et puis de la limitation et puis
de l'expansion de l'inconscient, il y en a quand même qui le pratiquent, qui le pratiquent, qui arrivent qui arrivent à le soutenir, quoi. Sans que ça soit formel non plus. Il faut aussi que les choses elles soient habitées aussi. Mon livre, c'est simplement un trajet. Hein. C'est pas toute la Chine. Et que peut-être que la limite justement de mon livre, c'est peut-être justement que j'ai pas cette connaissance de la langue chinoise. Parce que à ce colloque dont tu parles, il y a eu des personnes qui sont venues parler de la langue chinoise et puis du livre des mutations. C'était absolument passionnant. Et c'est aussi, je veux dire, c'est important aussi, voilà, que la civilisation chinoise, elle soit aussi travaillée à partir de ce qu'elle est, quoi, de ce qu'elle a créé. Pour reprendre quand même cette question qui est très intéressante de Claude, est-ce que ce n'est pas à la longue et avec la pratique que quelque chose de leur mythe va s'inscrire et va se faire entendre? Là, on est dans un moment totalement débutant. C'est trop tôt. C'est très tôt. Je veux dire, moi, j'apprécie le travail de Pascal parce que d'une certaine manière, il est très modeste. Hein. Il est très modeste. C'est vraiment une clinique de l'analyste et confronté effectivement à une situation étrangère. Mais en tout cas, je crois que chacun des psychanalystes, en plus, il me semble, qui vont là-bas, ont leur expérience. On ne peut pas la totaliser du tout encore. Oui. On avait reçu aussi, comment il s'appelle, un livre sur l'enfant, le frère Alain Didier. Didier. Éric Didier. On l'avait aussi reçu sur la psychanalyse d'enfant. J'ai l'impression qu'il y a comme ça quelques expériences, et pour l'instant, c'est difficile sans doute d'avoir quelque chose de plus organisé. Et que c'est eux qui vont, enfin j'espère que c'est plutôt eux qui vont finir par organiser leur mythe et construire quelque chose d'une psychanalyse chinoise. Je ne sais pas. Mais dis-moi, je voudrais juste un mot sur le titre de ton livre, sur le dragon. Le dragon sur le divan. Qu'est-ce que ça t'inspire? Bon, il y a le mythe du dragon qu'on connaît, l'image qu'on a tous plus ou moins vue. Pourquoi Bon, c'est un clin d'œil parce que le dragon, c'est donc un animal bénéfique hein, en Chine, qui est un animal un peu mythique parce que il y a des écailles et puis il est associé au souffle, il est associé au nuage, il est associé. Quoi? Il est C'est mâle. un mâle, oui. Ah oui, mais moi j'avais pas compris cet aspect-là. Mais voilà, donc c'est... Mais dis-moi, est-ce qu'on ne dit pas d'une femme que c'est une dragonne aussi? Oui, mais une dragonne... C'est un dragon, on dit des femmes. C'est un véritable dragon. Mais ça n'a pas du tout le même sens en Chine. Non, mais bien sûr, j'imagine. Bon, voilà, on va peut-être s'arrêter là-dessus. Bon, merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup.